Bonsoir et bienvenue, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau numéro du Club de 20 minutes avec ce soir encore une sélection de clubistes de haut vol, nos plus fines gâchettes de l'actu, journalistes, historiens, philosophes et dessinatrices qui vont s'emparer dans un instant de l'actualité de la semaine. Au menu ce soir, la suspension de la réforme des retraites votée cette semaine par l'Assemblée en première lecture, une concession majeure accordée par le gouvernement aux socialistes pour prix de la stabilité politique. Ce que chacun doit comprendre, c'est que c'est une victoire d'étape. Ce débat-là ne disparaîtra plus de nos écrans. Il sera un des débats majeurs de l'élection présidentielle de 2027. Et depuis 30 ans, d'ailleurs, les retraites sont au menu de chaque campagne présidentielle. Alors pourquoi aucun gouvernement ne parvient-il à résoudre ce dossier? Et puis la France peut-elle avoir raison, seule contre tous ses voisins européens, confrontés au même vieillissement démographique et qui ont repoussé l'âge du départ en retraite à 65, 66 ou 67 ans? On en débattra. Puis, notre invité de la semaine nous entraînera dans les entrailles bouillonnantes de la Terre. Le géologue Arnaud Guérin nous racontera la fascinante histoire de l'exploration des volcans, de la destruction de Pompéi au blocage du trafic aérien par l'éruption d'un volcan islandais au nom imprononçable. Et en fin d'émission, nous retrouverons l'histoire de la semaine de Frédéric Pommier. Ce soir, l'histoire d'une randonnée dans les Alpes qui tourne mal à cause de ces fichus réseaux sociaux. Voilà donc le programme du Club de 28 minutes. C'est parti. Bonsoir Natacha Triou. Bonsoir. Ça va? Ça va. Vous avez l'air de bonne humeur. Moi aussi. Toujours. Bienvenue. Bienvenue à vous Frédéric Saïs. Merci, bonsoir Renaud. Vous aussi, vous avez l'air de bonne humeur, bien sûr. Et voici nos invités de ce soir. Bonsoir Jean-Loup Bonamir. Bonsoir. Vous accueillir. Je rappelle que vous êtes essayiste, docteur en philosophie, spécialiste de géopolitique et que votre dernier ouvrage, L'Occident déboussolé, est paru aux éditions de l'Observatoire. À vos côtés, Catherine Tricot. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Bienvenue à vous, directrice de la revue Regard, donc voici la une du dernier numéro. Et puis, Pascal Blanchard, c'est ça? Bien vu, on m'a Renaud beaucoup Dely. parlé Bien de vu. vous. Vous êtes toujours historien? Toujours. Et vous avez encore écrit un livre, quelle surprise! Ah bon? Coécrit, Ah, vous m'avez fait exactement, peur. vous me rassurez, avec Benjamin Stora. Doit-on s'excuser de la colonisation aux éditions des Clés de Brouwer? Bienvenue à vous aussi, bien sûr. Pascal et au pupitre, notre amie Louison, dessinatrice. Salut Louison. Salut Renaud. Ça va? Tout va bien? Bonjour. En forme? Je vois que vous avez vos crayons de couleur. Tout est en place. On va donc pouvoir y aller. Et puis je rappelle surtout le titre de votre dernier album BD, un peu cochon bien sûr, puisqu'il s'agit de Porculus, le titre. Non, c'est une BD pour enfants qui vient de paraître aux éditions Rue de Sèvres. Tout de suite, Frédéric, la première actualité cette semaine, alors que nous avons commémoré le 10e anniversaire des attentats du 13 novembre, voilà que le parquet national antiterroriste se penche sur la justice restaurative. Et ce serait d'ailleurs une première en France, un dialogue entre victimes de terrorisme et condamnés sous l'égide de la justice. Le parquet national antiterroriste a effectivement ouvert cette possibilité il y a quelques jours. C'est ce qu'on appelle la justice restaurative. C'est un concept importé des États-Unis, mais qui existe dans le droit français depuis maintenant une dizaine d'années. Elle permet, selon ses partisans, d'aider les victimes à se reconstruire, démarche volontaire bien sûr, mais aussi de responsabiliser les auteurs de crimes ou délits pour aider à leur réinsertion. Chaque année en France, déjà aujourd'hui, ce sont environ 200 cas de justice restaurative qui sont mis sur pied. Ça concerne d'abord des affaires de vol et de violence. Or, Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos terroristes du 13 novembre, souhaite rencontrer des victimes, selon son avocate. 10 ans après les attentats, pour vous, Catherine Tricot, ça peut faire sens ou c'est choquant ? Non, ça fait sens à mon avis. De toute façon, il ne rencontrera que les victimes qui accepteront de le rencontrer. Il n'y a aucune obligation. Je pense que ça fait sens au sens où justement certaines d'entre elles sont venues témoigner parce qu'elles avaient besoin de s'exprimer et même de rencontrer cet homme qui était là, en l'occurrence, dans un tribunal. Donc au procès. Donc là, elles vont pouvoir lui parler. Donc je trouve intéressant pour les victimes qui le souhaiteraient de pouvoir avoir cet échange, faire comprendre à Abdeslam ce qui s'est passé, faire comprendre qu'à travers elle, c'est beaucoup plus même que elle qui l'a affecté. C'est leurs amis, leur famille, la nation. Et puis lui, ça peut peut-être aussi le faire. Je pense que c'est la promesse de la République que de faire avancer et de ne pas considérer qu'il y a d'hommes qui n'aient plus d'avenir. Alors, il n'y a pas une seule obligation. En fait, il y en a une autre, Jean-Luc Bonamy, c'est que selon le parquet national antiterroriste, il doit renoncer à la radicalité, Salah Abdeslam. C'est un prérequis, c'est un préalable qui est posé par le CNAT. A priori, un certain nombre de voix se font entendre pour dire que rien ne montre qu'il est aujourd'hui, et on l'a vu d'ailleurs pendant ces 6 mois de procès, qu'il ait renoncé à cette radicalité. En effet, je pense qu'avec justement cette histoire dite de justice,
Restaurative. Restaurative, on nage en plein délire, on a perdu tout bon sens et on assiste à un nouvel épisode du suicide français. Encore un de plus. Donc je pense que le problème... Parce que ça s'applique au terrorisme, c'est ce que vous voulez dire. Voilà, c'est pas de la justice. Non, pas en général, mais parce que ça s'applique au terrorisme. Et ça que, s'appliquerait au terrorisme. Encore une fois, vous savez, par exemple, aux États-Unis, on l'a vu dans le cadre du 11 septembre, les terroristes sont soumis à des conditions de détention infiniment plus strictes, infiniment plus dures, avec un isolement complet. Et que là, en fait, Salah Abdeslam a bien montré par ses nombreuses déclarations répétées, par les contacts qu'il a eus avec le monde extérieur, il a bien montré qu'il n'avait absolument pas renoncé à la radicalité. Alors, qu'en disent les victimes, les associations de victimes du 13 novembre, je vous propose d'écouter Arthur Desnouveaux, président du collectif Life for Paris. Lui, il est assez dubitatif. Oui, je pense qu'il peut y avoir quelque chose pour certaines victimes qui en attendent quelque chose. Pourquoi est-ce que Salah Abdeslam veut faire ça? Honnêtement, je ne sais pas répondre. Ce que je sais, c'est que pour que ça puisse fonctionner, il faut quand même qu'il soit moins retranché dans une idéologie. Et je ne sais pas si c'est le cas. Sinon, c'est une victime qui parle à une idéologie et ça ne marche pas. D'autant, Pascal Blanchard, que dans la cellule de Salah Abdeslam a été retrouvée une clé USB avec du contenu djihadiste. Tout récemment, il a été placé en garde à vue il y a 10 jours. Ça fait aussi partie des questions qui se posent. Ce n'est pas le meilleur cas pour arriver à se poser la question de la justice réparatrice ou de la médiation réparatrice. J'ai appris d'ailleurs, pour préparer cette émission, qu'il y avait des nuances qui existaient en fonction du droit. Oui. C'est-à-dire que dans la justice... Dans un cas, vous rencontrez l'auteur des faits dont vous êtes victime. Dans l'autre cas, vous rencontrez des auteurs de faits similaires dans d'autres dossiers. Et on voit bien que c'est déjà très différent. Et j'ai découvert aussi qu'en Espagne, aux États-Unis, on en parlait, en Belgique, en fonction des pays, la pratique n'est pas forcément la même. Et en France, elle est très balbutiante. Et on la connaît très mal. Non, là, c'est pas le bon exemple. Sur la Bézane, on a quand même un grand doute qu'il ait décidé de poser les armes, qu'idéologiquement parlant, il se rentre dans une grande neutralité, que ce soit devenu un républicain universaliste et qu'il ait envie d'aider les gens à se reconstruire. On a le doute. Par contre, ce que j'ai appris aussi, c'est que dans la reconstruction des victimes, c'était souvent, pour certaines victimes, un passage obligatoire, ou du moins une véritable demande pour sortir d'un trauma. Et donc, c'est pas à nous de juger, je pense, et c'est à nous d'être à l'écoute de certaines victimes qui auraient besoin de ce cheminement-là pour se reconstruire. Donc je suis très à l'écoute dessus sans avoir un point de vue idéologique. Je dis, écoutons d'abord ceux qui sont les premières concernées, les victimes, écoutons leurs demandes, et on l'a vu, puisque certaines demandent, ce père qui a perdu sa fille au Bataclan dit que pour lui, ça pourrait être important de rencontrer Salah Abdeslam, donc je ne me mets pas... C'est aussi une prise de risque, évidemment. Et bien sûr que c'est une prise de risque, Renaud. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on se rend bien compte que la question, elle se pose d'abord pour l'intérêt de qui? Des victimes. Ça ne va pas changer la justice. Il n'y aura pas de libération anticipée pour ceux qui ont été condamnés. C'est vrai que ça peut poser question avec un terroriste de pouvoir dialoguer, mais à partir du moment où vous êtes une victime, et que dans votre parcours de reconstruction, vous le demandez, est-ce qu'on n'a pas, être, nous, à l'écoute justement de ces cheminements qui permettent aux gens de se reconstruire? Un dessin de Louison. La justice restaurative, mais il faut prendre le temps aussi, de laisser le temps au temps, mais de soigner les conjonctivites et les autres petites blessures de tout ça. Merci Louison. Frédéric, votre duel de la semaine, il oppose la nouvelle première ministre japonaise au leader chinois. Oui, à ma gauche, Renaud, Xi Jinping, 72 ans, le tout-puissant président chinois. À ma droite, Sanae Takaichi, 64 ans. Elle est depuis 3 semaines la première ministre japonaise et la voici déjà dans le viseur de Pékin. Un consul chinois appelle à lui couper le cou, tout simplement, tandis qu'un éditorialiste chinois la qualifie de sorcière maléfique. Et cet après-midi, Pékin a même annoncé convoquer l'ambassadeur japonais pour s'expliquer. Alors d'où vient cette poussée de tension? Eh bien, elle est partie d'une petite phrase lâchée la semaine dernière par la première ministre japonaise. Interrogée sur sa réaction si jamais Pékin décidait d'envahir Taïwan, elle a répondu ceci. 戦艦を使ってですね、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になりうる。Une menace existentielle pour le Japon. Alors ces mots sont très importants. Pourquoi? Parce que la constitution japonaise, qui est fondée sur le pacifisme, interdit toute aventure militaire à l'étranger de la part du Japon, sauf en cas de menace existentielle. C'est pour ça qu'elle emploie ces mots. Autrement dit, Sanae Takaichi est en train de dire qu'en cas d'invasion de Taïwan, oui, elle pourrait mobiliser des troupes japonaises pour défendre l'île. D'où ces réactions éruptives en Chine, pas seulement les insultes venues de la presse contrôlée par le gouvernement, mais aussi un rappel à l'ordre très ferme de la part du ministère chinois des Affaires étrangères. 日本首相高市早苗日前在国会公然发表涉台露骨挑衅言论，暗示武力介入台海的可能性，粗暴干涉中国内政，挑战中方的核心利益，侵犯中国主权。
Une atteinte à la souveraineté chinoise, avertit ce porte-parole, puisque Pékin considère que Taïwan, c'est la Chine et qu'il s'agit donc d'une affaire intérieure. Alors comment comprendre cette passe d'armes? D'abord, il y a une forme d'inexpérience. La Première ministre vient d'arriver, elle a reconnu qu'elle avait parlé un peu vite, même si sur le fond, c'est ce qu'elle pense. C'est une nationaliste assumée, partisane de la manière forte. Pékin la voit en fait comme la continuation du Japon impérialiste, guerrier de la première moitié du XXe siècle, bref, comme une adversaire résolue. Et puis, si la première ministre japonaise hausse le ton sur Taïwan, c'est aussi pour compenser les ambiguïtés, les hésitations de Donald Trump sur ce dossier. Il est assez ambigu, il ne s'exprime pas vraiment sur ce que feraient les États-Unis en cas d'invasion chinoise de Taïwan. En fait, les Taïwanais craignent que tout simplement Donald Trump les oublie sur l'autel d'un deal, d'un accord plus global entre Washington et Pékin, par exemple sur les droits de douane ou sur les technologies. Jean-Loup Bonamy, cette question de Taïwan, c'est vrai qu'elle est passée complètement au second plan par rapport à la guerre en Ukraine, par rapport au conflit au Proche-Orient, on le comprend, mais est-ce qu'il ne faut pas quand même surveiller ce qui se passe, ce foyer de tension très vivace? Cette question est absolument fondamentale. Elle est déjà fondamentale pour le gouvernement chinois, qui considère que c'est une partie de son territoire, en fait, et que sa souveraineté s'applique sur Taïwan. C'est d'ailleurs bien pour ça que le gouvernement chinois parle à propos de Taïwan, en fait, d'affaires intérieures et d'ingérence dans ses affaires intérieures. Donc, évidemment, que cette question est absolument centrale. Et simplement, je repense au livre de Samuel Huntington sur le choc des civilisations, et je pense que c'est un peu l'erreur de Huntington, qu'on nous a beaucoup vendu le choc des civilisations. D'ailleurs, Huntington lui-même prédisait, à tort, on le voit aujourd'hui, une alliance asiatique entre la Chine et le Japon contre l'Occident. Et en fait, on voit que les vieux antagonismes historiques, la haine entre Chinois et Japonais ou entre Cambodgiens et Thaïlandais, les haines ethniques en Afrique sont beaucoup plus fortes en fait qu'un choc global des civilisations. Pascal Blanchard, comment vous expliquez justement la position de Donald Trump en retrait sur partie d'échec? Toute la stratégie de l'armée américaine, c'est de préparer ce qui est l'intervention qu'il y aura dans la zone Pacifique face à la Chine. Toute la logique de la politique européenne, du retrait des troupes progressives, et du moins de la réflexion sur Européens gérer cette affaire, nous on a autre chose à faire, c'est une partie d'échec. Trump ne dévoile pas pour l'instant ses pièces, mais vous avez vu ce qui a été déclaré la semaine dernière au niveau de l'ensemble des forces américaines militaires. On se prépare au conflit, on se prépare à être capable de répondre à la Chine. Et Taïwan est une des pièces du jeu. Est-ce que Taïwan sera la pièce qui va faire basculer la partie ou va être un des éléments du jeu? En tout cas, bien sûr qu'il va se passer quelque chose. Pour les Chinois, c'est l'objectif nationaliste. Pour les Japonais, c'est tout à fait une prise de risque. Et pour les Américains, c'est une pierre angulaire, y compris d'ailleurs technologique, ne l'oublions pas. Parce que le jour où Taïwan ferme les portes, tous vos appareils électroniques, vos télévisions, vos voitures, il n'y en a plus. Donc c'est un projet qui aujourd'hui est complexe en termes de géostratégie et de diplomatie. Merci Pascal. Un dessin de Louison. Alors cette nouvelle première ministre japonaise inquiète partout, y compris dans les océans autour où la chasse à la baleine. Merci Louison. C'est maintenant l'heure de la une internationale. C'était hier à la une du quotidien algérien Le Soir d'Algérie. Tebboune gracie Sansal. Le président Tebboune a fini par relâcher l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, détenu depuis près d'un an pour un prétendu crime d'atteinte à l'unité nationale. C'est la médiation de l'Allemagne qui a permis la libération du romancier, âgé de 81 ans, malade, désormais soigné à Berlin. Alors pourquoi Emmanuel Macron a-t-il dû en passer par son homologue allemand? Qu'est-ce que cette intervention, Jean-Loup Bonamy, dit de l'état des relations franco-algériennes? Elle nous dit deux choses, c'est-à-dire que déjà l'Algérie avait décidé de relâcher Boualem Sansal pour entrer dans une logique, cette fois, d'une page d'apaisement avec la France, reprendre la coopération dans le domaine du renseignement, mais en même temps ne voulait pas donner l'impression de perdre la face vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. Donc il fallait trouver une solution, et cette solution, ça a été justement la médiation allemande. Et le deuxième point également, c'est qu'on voit que la France, la diplomatie française a été inefficace. En un an, elle n'a pas pu obtenir ce que la médiation allemande a obtenu en quelques semaines, et surtout, c'est que la France s'efface, elle s'efface y compris en Algérie, alors que l'Allemagne progresse. Par exemple, aujourd'hui, l'Allemagne est le 3e fournisseur d'armes de l'Algérie, derrière la Chine et la Russie, et également dans le domaine du gaz, comme l'Allemagne était très dépendante du gaz russe et que c'est un problème depuis la guerre en Ukraine, eh bien, justement, l'Allemagne cherche à se rapprocher de l'Algérie. Donc on voit une Allemagne qui progresse en Algérie, mais en contrepartie d'un effacement et d'un recul de l'influence française. Et il faut rappeler, bien sûr, Pascal Blanchard, qu'il y a un autre Français, le journaliste sportif Christophe Glaise, qui est toujours détenu, qui est toujours otage, en fait, du régime algérien. Tout à fait, qui a été condamné parce qu'il aurait osé interroger des opposants politiques, notamment en Kabylie. Un journaliste qui est, dans un cadre d'un reportage d'ailleurs sportif sur l'histoire
du football. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on l'accuse d'avoir rencontré un responsable sportif qui est aussi un responsable d'opposition politique, où la mobilisation, d'ailleurs, on peut le dire, a été moins forte que pour Sansal, mais c'est aujourd'hui à nous d'agir dessus. On voit quand même que ça marche sur les Algériens. Voilà, est-ce que la libération de Sansal est un bon signe dans cette direction-là, justement, pour la libération Il ne faut pas lâcher. C'est un point qu'il faut toujours rappeler aux dictatures et aux régimes forts que le fait de mettre des intellectuels ou des journalistes en prison, ce n'est jamais bénéfique et qu'il faut trouver des solutions. Alors peut-être que la diplomatie française a eu des dératés dans cette affaire, je veux bien l'entendre. Il faut dire que notre ministre de l'Intérieur, Retailleau, n'a pas non plus aidé à un moment à la solution. Et puis de toute façon, comme toujours dans ce genre de deal, il faut trouver la meilleure porte de sortie pour que chacun puisse sortir la tête haute. Et je trouve qu'au final, vu l'enjeu qu'il y avait autour de Sansal, vu la symbolique nationaliste que ça représente en Algérie, vu les débats polémiques en France, c'est très bien que presque un an quand même après son arrestation, il ait pu être libéré. Oui, d'ailleurs, la diplomatie française, Catherine Tricot, a parlé de l'Allemagne comme médiateur dans le dossier avec Boualem Sansal. Effectivement, c'est un pays qui n'avait pas tout le passif historique vis-à-vis de l'Algérie. Selon vous, ça marque peut-être l'esquisse d'un début de diplomatie européenne où les pays se rendent, j'allais dire, des services entre eux quand ils sont plus efficaces que leurs voisins? C'est pas la première fois. Donc, moi, je trouve ça, je partage totalement ce qui vient d'être dit à ce sujet. Ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas penser les relations avec l'Algérie que en termes de passif. C'est-à-dire qu'il y a eu la guerre d'Algérie, il faut arriver à la dépasser et se souvenir que presque un quart des Français ont des relations avec l'Algérie, par un mariage mixte, par le fait qu'ils aient vécu en Algérie, qu'ils soient pieds noirs, qu'ils soient pieds rouges. Moi, je suis d'une famille de pieds rouges. Donc, on a vécu, on a des relations avec l'Algérie. Donc, ce n'est pas qu'une faiblesse, c'est aussi une force pour pouvoir avoir des relations qui doivent être plus grandes, plus fortes, plus intimes et plus complexes avec l'Algérie. Un dessin de Louison. Alors pour cette année, le concours c'est un peu raté, mais il y a mieux que le concours, il y a la liberté. Merci. Louison, Frédéric, l'autre actualité de la semaine, c'est l'Assemblée qui enclenche en France donc la marche arrière sur la réforme des retraites, à rebours de la plupart de nos voisins européens. Et malgré d'ailleurs la suspension de cette réforme, on est loin d'avoir fini d'entendre parler de ce sujet des retraites. Vous l'avez vu, il s'impose déjà comme l'un des grands thèmes de la prochaine campagne présidentielle. La France insoumise promet de revenir aux 62 ans dès 2027 et 60 ans à terme. Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, estime lui qu'il faudra engager une nouvelle réforme des retraites. Ce que vient de faire l'Assemblée nationale, c'est tout simplement retirer un morceau de scotch sur un système des retraites qui prend l'eau de toutes parts. La réalité, c'est que ce système des retraites qu'on a en France, il a été construit à une époque où la natalité explosait, où la population active augmentait, et où il y avait beaucoup moins de personnes à protéger et beaucoup moins de retraités à qui verser une pension. Alors avec cette suspension de la réforme, Sébastien Lecornu a gagné du temps, à l'évidence, il a évité une censure, le Premier ministre, mais les finances publiques restent en mauvais état, bien plus que dans les autres pays européens, et les retraites en France sont l'un des premiers postes de dépenses publiques, là aussi davantage que chez les pays voisins. Jean-Loup Bonamy, avec cette suspension, le gouvernement a reculé pour mieux sauter ? Oui, tout à fait, il a reculé, donc on recule justement à 62, mais pour, à terme, de toute façon, sauter comme nos voisins européens à 67 ou 68 ans, parce que ça sera quelque chose d'inéluctable du fait de la démographie et de l'évolution démographique. Et justement, plus nous mettons de temps, plus nous reculons face à ces réformes douloureuses, mais en fait inéluctables, eh bien, plus il faudra après aller loin dans la réforme pour justement compenser les années perdues et les dettes accumulées. Catherine Tricot, cet impératif démocratique, pour la première fois depuis 80 ans en France, en 2025, depuis la libération, le solde naturel de la population va être négatif. Il va y avoir plus de décès à la fin de l'année 2025 que de naissances. Oui, enfin la réforme le paiement des retraites et le paiement de la protection sociale ne relèvent pas simplement de ce calcul démographique. C'est un système par répartition, il faut le rappeler, c'est pour ça. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, ça dépend aussi combien on décide d'y attribuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une part de nos cotisations et si vous interrogez les salariés, ce qui a été fait à de nombreuses reprises par des sondages, quelle part vous êtes prêt à concéder pour payer les retraites. Les salariés préfèrent payer 1% de plus plutôt que de voir l'âge de départ à la retraite augmenter de 2 ans. Donc la question qui va être posée lors de l'élection présidentielle, c'est bien sûr la question de combien on attribue pour la protection sociale, mais d'une façon plus large, comment on considère où se trouve la force et la dynamique de notre pays. Et voilà, moi je crois que la dynamique ne peut pas être contre les salariés, on ne peut pas imposer une réforme, mais je crois qu'au contraire, les former, les soigner et leur permettre de vivre bien, c'est ça le socle de notre force et de notre attractivité. Pascal Blanchard, dans ce débat, on entend de plus en plus parler de capitalisation. C'était un mot tabou, c'est un tabou qui est en train de tomber ?
Oui, il est en train de tomber dans le sens où quand il a démarré, il donnait le sentiment vraiment de venir d'Amérique et d'être un système tout à fait antinomique avec le système français. En fait, toutes ces questions-là, d'ailleurs, je vous le rappelle, étaient relativement taboues. On dit qu'on en parle depuis 30 ou 40 ans, mais en fin de compte, les gens ont vraiment commencé à comprendre le débat sur la retraite depuis 2-3 ans. Parce qu'il faut expliquer, capitalisation, c'est vous mettez de côté, vos propres sous, pour financer votre retraite, alors que répartition, vous financez la retraite de ceux qui sont actuellement en train d'y aller. Et je pense justement que ce débat est en train d'induire exactement ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il va peut-être falloir, pour ceux qui travaillent, cotiser un peu plus, quelle que soit la manière dont vous cotisez, ce qui existe, on en parlait tout à l'heure, en Suisse et dans beaucoup de pays européens. Il va falloir aussi peut-être avoir une réflexion, et pour la première fois, on a eu ce débat sur le niveau des retraites de certaines personnes. Deuxième manière. Vous voulez dire baisser le niveau des pensions pour les retraités, entre guillemets, les des plus favorisés. pensions élevées, peut-être en termes de cotisation aussi. Troisièmement, peut-être réfléchir aussi sur l'âge, parce que de toute façon, il y aura un débat sur l'âge. Et quatrièmement, réfléchir à la manière dont nous répartissons la question sociale dans ce pays. De toute façon, ce qui n'a pas eu lieu dans les 5 dernières présidentielles en termes de vrais débats de fond va avoir lieu en 2027. Et c'est un débat de fond, parce que ça induit ceux qui travaillent, ça induit ceux qui sont en retraite, et ça induit l'intergénérationnel dans la manière dont on pense notre société de demain. Heureusement que c'est un débat présidentiel et que ce n'est pas une loi qui passe avec force au Parlement. C'est un débat de société. Ça concerne nos premiers chefs, d'ailleurs, les générations à venir, les jeunes, en fait. Mais non, nous aussi qui cotisons, cher Renaud Dely. Oui. Quand vous payez à la fin du mois ce que vous allez payer, ça vous concerne aussi, cher ami. Bien sûr, mais moi je ne suis pas vous, vous êtes encore jeune, mais moi, je suis pas si loin de la retraite. Moi je suis concerné, 1964, ceux qui en sont encore très loin, dedans. Ceux qui en sont encore très loin, évidemment, seront encore plus concernés au regard de cette évolution. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Jean-Louis Bonamy. On découvre quand même que dans ce débat-là, toutes les générations, en fin de compte, sont concernées. Parce que ça ne peut pas être une simple génération qui nous donne un point de vue sur la question. Jean-Louis Bonamy. Oui, on assiste à un phénomène partout en Occident et encore plus en France avec ce qu'on vient de voir, où les jeunes générations sont écrasées en fait sous le fardeau des retraites. Et avec ce genre de mesures, eh bien évidemment, on ne rend pas service à la jeunesse, on ne rend pas service aux nouvelles générations, on charge encore plus le fardeau. Votre cri d'alarme résonne chez Louison, Jean-Loup. Même les très jeunes générations s'interrogent effectivement sur est-ce que les annuités seront complètes avant les dents de lait, avant un certain nombre de choses, on verra bien. Le débat fait rage dans les crèches. Merci Louison. Natacha, c'est maintenant l'heure de votre point com de la semaine. Et ce soir, ce point com, c'est la libération de l'ancien président Nicolas Sarkozy au bout de 3 semaines de détention. Oui, et dès lundi, en quelques heures, le hashtag Vive la liberté s'est hissé parmi les tendances françaises sur X. Un très grand nombre de messages de soutien, notamment de sa famille, ses enfants, Carla Bruni. Une vague de soutien qui contraste avec le tsunami de moqueries sur les réseaux sociaux. Alors, le motif principal, c'est le régime alimentaire de l'ex-président. Libération de Nicolas Sarkozy, le cours des actions de Danone s'effondre à la Bourse de Paris. Comme il a aussi été beaucoup question de littérature pendant cette détention. Certains se sont amusés à imaginer des couvertures de livres, le temps des yaourts. Sa sortie dans un restaurant parisien dès le lendemain de sa libération a aussi été taquinée. Quand tu sors de cours pour aller à l'infirmerie, mais en fait, tu vas gruger pour être le premier à la cantine. On voit aussi un très grand nombre de blagues sur la brièveté de sa détention, avec l'idée d'une justice à 2 vitesses. Le mec qui a volé un yop est resté plus longtemps en prison que Nicolas Sarkozy. Une autre parodie de livre, 5 ans en 3 semaines. Mais aussi un très grand nombre de vidéos générées par IA, où on le voit libre, heureux, faire des petites danses de la joie, ou des deepfakes avec des attitudes exagérées de défi, des deepfakes, mais aussi des voix de synthèse à l'appui. Une déclaration ou pas ? Écoutez, c'était les secondes les plus pénibles de ma vie. Ses propres déclarations passées ont aussi été révélées, relevées, comme ce discours de 2012. La non-exécution des peines, c'est l'impunité. Nul ne doit pouvoir être libéré de sa peine avant d'en avoir accompli au moins les 2 tiers. Alors, comme le rappelle à juste titre l'excellent compte de vulgarisation Le Droit de comprendre, les règles de remise en liberté ne sont pas les mêmes pour les personnes en détention provisoire que pour les personnes qui purgent leur peine définitive. Pour la détention provisoire, on ne parle pas d'aménagement de peine ou de liberté conditionnelle, mais de remise en liberté. Donc ça n'a pas de sens d'invoquer maintenant les tweets de Sarkozy qui s'exprimaient contre les aménagements de peine. Mais c'est aussi les conditions, la dureté de la détention de l'ancien chef de l'État qui a été caricaturée. Mais devant la Cour d'appel de Paris, l'ex-président a déclaré que c'était une épreuve, c'est dur, c'est très dur, ça l'est certainement pour tout détenu, je dirais même que c'est éreintant. Alors, le dessinateur Thibaut Soulcier, habitué du Club 28 minutes, a donc asticoté l'idée reçue selon laquelle la prison serait un club med. Voilà, notation, votre avis Google, 1 étoile sur 5, publicité, mensonge
mensongère, zéro fun, zéro salubrité, zéro confort. Mais il y a eu aussi un second temps fort de cette audience de Nicolas Sarkozy. Oui, c'est lorsque le président du tribunal est entré dans le détail de ses revenus. En 2023, il a perçu près de 153 000 euros de pension de retraite, 1,3 million d'euros de capitaux mobiliers, plus de 637 000 euros de salaire et plus de 2,3 millions de revenus non commerciaux, un total de 4,5 millions d'euros pour 2023. Alors cette fortune, ça a fait évidemment réagir les internautes. Petite retraite de 12 000 euros par mois, mais à ce qui paraît, les assistés sont ceux qui touchent le RSA. Alors comme Nicolas Sarkozy avait aussi été submergé de cadeaux pendant sa détention, d'autres ont lancé des pics. Il y a encore des citoyens qui lui envoient des dons. Pour d'autres, un homme politique multimillionnaire. Et alors ? Et d'autres encore y voient la preuve même de son innocence. Cela prouve au moins une chose, pour ceux qui en doutent encore, il n'a jamais eu besoin de l'argent de Kadhafi à des fins personnelles. Alors dans cette affaire du financement libyen, on sait depuis jeudi que Nicolas Sarkozy sera jugé en appel à partir du 16 mars. Catherine Tricot, tout ça, est-ce que c'est encore le symbole d'une fracture sociétale, le signe d'une France profondément divisée par cette affaire ? Je ne sais pas si la France est profondément divisée, mais en tout cas, tout un chacun a pu voir qu'il n'y avait quand même pas tout à fait les mêmes conditions pour les uns et pour les autres. Je ne pense pas que Nicolas Sarkozy pouvait être emprisonné dans une cellule avec d'autres à 4 dans 9 mètres carrés avec un matelas par terre. Je ne lui souhaite pas et je ne le souhaite à personne. Mais c'est vrai qu'il a été quand même particulièrement bien traité avec accélération de l'examen de sa demande de remise en liberté et dans des conditions... voilà. Bon, je pense que tout le monde sait qu'on est devant une justice qui est parfois très dure et des gens qui passent en comparution immédiate et qui prennent du ferme immédiatement et qui n'ont pas les avantages et la mansuétude et l'écoute et la rapidité dont il a bénéficié. Jean-Loup Bonamy ? Il était tout à fait normal de libérer Nicolas Sarkozy. C'est même son placement en détention qui était quand même intellectuellement et juridiquement choquant, puisque la loi, en fait, en cas d'appel, prévoit que vous soyez maintenu en détention uniquement s'il y a un risque de troubler l'ordre public. Or là, évidemment, il n'y avait absolument aucun risque que Nicolas Sarkozy aille troubler l'ordre public. Et d'ailleurs, on peut penser que d'autres inculpés de l'affaire dite libyenne, comme par exemple Alexandre Djouri, sont toujours, eux, en détention. En liberté, oui. Voilà, alors que M. Djouri devrait également, il n'y a aucun risque que M. Djouri aille troubler l'ordre public. Il y a aussi le risque de ne pas se présenter ensuite aux audiences suivantes, à la suite du parcours judiciaire. Il s'est présenté. Ça ne vous semble pas un trouble à l'ordre public que le ministre de la Justice lui rende visite ? Moi, ça m'a paru très choquant. Moi, ça m'a paru très choquant et ça me paraît un trouble à l'ordre public. Parler de Gérald Darmanin. Ce qui ne se reproduira pas, puisque rappelons que Nicolas Sarkozy a été droit. Libéré, mais qu'il est sous un contrôle judiciaire strict qui lui interdit de rencontrer notamment le garde des Sceaux. En l'occurrence, si on l'a précisé, c'est parce que ça avait eu lieu et je trouve ça tout à fait choquant et véritablement un trouble à l'ordre public. Alors, si vous le permettez, on va maintenant discuter un petit peu littérature avec notre ami Louison. Alors en 3 semaines, on peut avoir beaucoup de visites, on peut manger beaucoup de yaourts, mais on ne peut pas lire beaucoup de pages non plus. Mais je pense qu'il reviendra. Tout va bien. Merci Louison. Il est maintenant temps d'accueillir notre invité de la semaine, le géologue et photographe naturaliste Arnaud Guérin, qui nous entraîne dans cet ouvrage, dans l'histoire de l'exploration des volcans. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. C'est une aventure fascinante, mais dangereuse aussi. D'ailleurs, des vulcanologues y ont laissé leur vie et vous leur rendez hommage dans votre ouvrage. Et puis, dans ce livre, vous remontez donc le fil des grandes éruptions des siècles passés, depuis celle de Santorin bien avant notre ère, la destruction de Pompéi par le Vésuve, bien d'autres beaucoup plus récentes. Mais depuis la nuit des temps, on peut dire que les éruptions ont toujours fasciné les hommes, qu'elles les ont intrigués, et qu'avant de les comprendre, d'ailleurs, grâce à la science, évidemment, ils leur attribuaient parfois des causes surnaturelles. Les éruptions, jadis, les volcans qui entraient en éruption, c'était quoi ? C'était la colère des dieux, c'est ça ? En fait, le phénomène volcanique, c'est un phénomène qui vous dépasse dans toutes ses dimensions. Donc ça ramène l'homme à sa simple dimension d'être humain ou d'animal dans son milieu. Et donc, depuis les premiers temps de l'humanité, on a cherché à comprendre ça. Donc les philosophes de l'Antiquité sont allés réfléchir sur l'origine du monde au bord du cratère de l'Etna. C'est Empédocle, on a retrouvé sa sandale. Ça a donné le nom au refuge qui est au sommet de l'Etna, qui s'appelle la Torre del Filosofo. Et ça illustre bien la relation qu'il y a entre les hommes et les volcans. Et vous, votre relation justement avec les volcans, puisqu'on sait que Maurice et Katia Kraft ont laissé la vie dans cette étude-là, vous prenez des risques ? Comment vous approchez ces bêtes-là ? En fait, nous, scientifiques, on est d'une nouvelle génération, c'est-à-dire que cette génération des explorateurs qui prenaient des risques extraordinaires, nous, on les regarde comme avec envie, avec passion,
Mais aujourd'hui, les volcans, ils sont surveillés par satellite, ils sont surveillés par plein de moyens détournés. Et donc, on est sorti de cet âge des... Enfin, vous y allez quand même. Vous y allez, vous ne faites pas tout en distanciel, si je veux dire. Non, on ne fait pas tout en télétravail ou en distanciel. C'est ce qui fait le sel, justement, de l'exploration des volcans. Et d'où vous vient cette passion? Je me suis laissé dire que c'était quand vous aviez 8 ans, il y a eu l'éruption d'un volcan dans l'ouest américain, c'est ça? Oui, vous a fasciné? Oui, le mont Saint-Helens, qui a révolutionné la connaissance des volcans dans le monde. Et en fait, j'ai toujours cherché à aller voir ce qu'il y avait dans le cratère. En fait, j'ai cette même curiosité. Et c'est vrai qu'un de mes premiers voyages sur les volcans actifs, c'était de me retrouver sur le bord de ce cratère, avec toujours cette connaissance de ce que les gens qui vivaient là disaient de ce volcan. C'est-à-dire que les Américains pensaient que c'était juste une montagne. Et les populations locales l'appelaient Taon Lakla, la montagne qui fume. Donc ils avaient une connaissance. Et quelle est la région du monde aujourd'hui, à vos yeux, la plus fascinante, la plus active justement en termes de volcans? Est-ce que c'est l'Islande? Je crois que vous êtes allé plus de 70 fois en Islande. Oui, un petit peu plus que ça. Oui, c'est mon pays de cœur. C'est vrai qu'en ce moment, le cœur de la planète bat là-bas. Ouais. On attend une éruption dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent. Sans arrêt en Islande. Et là, on est parti pour un cycle qu'on pense sur à peu près 200 ou 300 ans. Donc pour voir ce phénomène... Vous avez du travail. Exactement. Pas encore la retraite, justement. On en parlait tout à l'heure. Natacha. 300 ans de boulot. Autre forme de volcan, c'est les volcans sous-marins. Oui. Les cheminées hydrothermales ou qui seraient aussi à l'origine de la vie. C'est aussi des volcans qui vous intéressent et que vous allez... En fait, le monde de la volcanologie, on a découvert dans les années 70 que 70% des volcans, ils sont situés sous les océans. C'est même l'origine des océans. Si vous allez en Islande, c'est là que les océans s'ouvrent. C'est pour ça que cette île est si fascinante. Au rythme, là, sur la fracture que vous voyez derrière vous, ça s'ouvre au rythme de 2 à 3 cm par an en moyenne, c'est-à-dire la vitesse de pouce de vos ongles. Et parfois apparaissent des îles comme cette île de Surtsey qui est sortie du fond de l'océan en 1963. Donc on est vraiment à l'origine même de la dynamique de notre planète. Et alors des volcans français toujours en activité, il y en a aussi d'ailleurs, je crois qu'il y a une question de Pascal Blanchard, puisqu'il a des vacances en prévision dans quelques temps. Allez-y Pascal. Des tournées de conférences. Mais j'ai lu que sur la Martinique, actuellement il y avait une inquiétude, il y avait plusieurs pages dans la presse la semaine dernière, après des tests qui ont été menés, que la montagne Pelée pourrait potentiellement rentrer dans une phase éruptive ou retrouver la grande catastrophe de 1902. Rassurez-le. Rassurez-moi avant de prendre l'avion. En fait, la montagne Pelée, c'est simplement un volcan actif. Donc, quand vous vivez sur un volcan actif, ce volcan, il a des signes d'activité. En ce moment, il y a une activité sismique. Ça veut dire qu'il y a du magma en dessous. Les sources qui sont au pied du volcan ont tendance à augmenter, la température a tendance à augmenter. Ça rétablit juste la réalité de ce qu'est la vie autour d'un volcan. Un volcan, ça exauce le goût de la vie. Vous y vivez mieux parce qu'il y a de l'eau, vous y vivez mieux parce que les plantes poussent mieux qu'ailleurs. Mais quelquefois dans votre vie, ça peut barder. Là, à la montagne Pelée en 1902, ça a vraiment bardé. C'est un traumatisme encore pour la Martinique et les Martiniquais aujourd'hui. Oui, enfin, il faut voir aussi que la population avait été maintenue là parce qu'il y avait des élections qui étaient prévues, alors qu'on aurait dû évacuer la population. Donc, bien souvent, les causes des catastrophes ne sont pas obligatoirement des causes naturelles. Et quand on travaille sur les risques, le risque, c'est l'aléa fois la vulnérabilité. Donc, il y a des moments où la vulnérabilité, elle est totalement humaine. Alors, moi, je ne vais pas en Martinique, mais en Auvergne. Est-ce que vous pouvez nous rassurer sur les volcans d'Auvergne? Il y a plus de certitude, peut-être? Si vous regardez les volcans d'Auvergne, dans l'histoire de l'exploration des volcans, ils jouent un rôle majeur, parce que c'est là qu'on va découvrir les racines du volcanisme à travers des observations simples. Et pour faire simple, les volcans d'Auvergne, la dernière éruption, c'est 6700 ans. Et pendant l'histoire de la chaîne des puits, il y a eu des arrêts de 15 000 ans. Donc ça veut dire que le contexte est tout à fait propice à ça. Et si vous allez sur la place de Jaude, et la place centrale de Clermont-Ferrand, c'est un cratère d'explosion, ce qu'on appelle un mare. Si vous descendez juste dans les sous-sols de l'hôpital qui est juste à côté, vous trouvez les pages de l'histoire. Donc nous, en fait, on est exactement comme des historiens, on étudie ça. Ce sont des cycles, donc ça finira par revenir, mais il y a encore un petit peu de temps. Frédéric Seyss peut retourner un peu en vacances en Auvergne. T'emmènes en Martinique. Merci beaucoup, en tout cas, Arnaud Guérin, d'être venu partager avec nous cette histoire de l'exploration des volcans, parue aux éditions Glénat. Merci. Et nous, on a un dessin de Louison qui évoque un autre volcan en sommeil. Disons que si vous voulez, pour le prochain livre, prendre moins de risques, je vous conseille des grosses choses endormies qui ne se réveilleront jamais. C'est le Sénat et c'est par là-bas. Merci Louison. Voici maintenant le moment d'accueillir notre ami Frédéric Pommier en personne. Le voici pour son histoire de la semaine. Bienvenue Frédéric. Bonsoir à tous. À vous et à votre histoire. Et cette histoire, cette semaine, eh bien, vous allez revenir sur la mésaventure de 5 jeunes randonneurs partis marcher en montagne le week-end dernier. Des garçons âgés de 20 à 25 ans
originaires de l'Hérault, qui se sont mis en tête d'aller camper samedi près du lac Blanc en Isère, dans le massif de Beldonne. Le lac est situé à une altitude d'environ 2200 mètres et là-bas, les levées de soleil sont éblouissants. On peut en voir des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux et c'est justement une vidéo qui a donné l'idée de cette expédition à nos randonneurs, vidéo qu'ils ont vue en scrollant sur TikTok. Le problème, c'est qu'en novembre, à cette hauteur, les températures sont très très froides, bien en dessous de zéro. Et les 5 garçons n'avaient ni l'équipement ni l'expérience nécessaire. Résultat, assez rapidement, ils se sont rendus compte qu'ils ne pourraient pas rester là jusqu'au lendemain. Et vers 23 h, totalement frigorifiés, ils ont replié leur tente et décidé de redescendre dans la vallée. Mais la descente a tourné pour eux au cauchemar. Ils n'avaient que leur lampe frontale pour s'éclairer, n'ont pas retrouvé le sentier et se sont égarés sur les barres rocheuses verglacées du massif, surplombant des dizaines de mètres de vide. Alors, au milieu de la nuit, pris au piège et sans aucune solution de repli, ils se sont résignés à téléphoner pour demander de l'aide. Et ce sont les sauveteurs de la Compagnie républicaine de sécurité des Alpes qui, une fois qu'ils ont pu les localiser, sont venus les récupérer en hélicoptère. Plus de peur que de mal, donc pour les 5 copains. Mais ce type d'incident est de plus en plus fréquent. Allons bon. Et les secours alertent sur la hausse des comportements à risque, notamment chez ceux qui se lancent en montagne, après avoir été galvanisés par les panoramas spectaculaires qu'ils ont découverts sur les réseaux sociaux. Ce sont des touristes TikTok, des touristes Instagram auxquels on a vendu du rêve. Mais le rêve est parfois assez éloigné de la réalité du terrain. Et ces touristes-là, ces nouveaux randonneurs, anticipent rarement les difficultés des parcours, pas plus que les conditions météorologiques. Dès lors, par inconscience, ils se mettent très souvent en danger, en mettant également en danger les sauveteurs. Il est même arrivé que certains perdent la vie en voulant faire de jolies images pour les réseaux. On pense notamment à Sophia Cheng, influenceuse chinoise, grande adepte de randonnée, qui aimait prendre la pause dans des endroits pour le moins périlleux. Des clichés qu'elle postait ensuite sur ses comptes et qui suscitaient les likes et l'admiration de ses abonnés. Mais il y a 4 ans, en prenant un selfie depuis le haut d'une cascade, la jeune femme a fait une chute de plusieurs mètres, chute à laquelle elle n'a donc pas survécu. Et ce n'est malheureusement pas un cas isolé. Chaque année, à travers le monde, des dizaines de personnes trouvent la mort en ayant voulu réaliser ce que certains appellent un Daredevil selfie. Un selfie téméraire, un selfie en prenant des risques. Et quand ça tourne mal, on parle de kill-fie. Ah bah oui, mélange forcément. de selfie et de kill, terme inventé pour... Pardon ? C'est de l'anglais. C'est de l'anglais. Kill, c'est de l'anglais, ça veut dire tuer. D'accord. Et selfie, ça veut dire se prendre en photo soi-même, ça doit être de l'anglais également. Et kill-fie, ce terme a été inventé pour qualifier ces prises de vue mortelles, mourir pour une photo. Mourir pour avoir essayé d'obtenir davantage de likes. Le phénomène illustre à merveille notre époque. Époque où les réseaux rendent certains un peu dingues. Quant à nos 5 jeunes randonneurs de l'Hérault, qui n'ont donc pas pu immortaliser le lever du soleil, on espère qu'ils ont quand même eu le temps d'immortaliser le coucher de soleil sur le lac Blanc. C'est éblouissant. Je l'ai vu sur TikTok. Merci Frédéric. Et dire qu'il y a une demi-heure, vous m'avez demandé un selfie. J'ai bien fait de refuser, je me méfiais. Merci Frédéric. Un dessin de Louison. Alors, ces 5 jeunes gens n'ont pas lu cet album pourtant culte qui est Tintin sur TikTok. Merci Louison. Mes amis, vous avez choisi chacun donc une photo qui illustre à vos yeux un autre sujet d'actualité de la semaine. On va commencer par votre photo, Jean-Loup Bonamy. Nous sommes à la Maison-Blanche, dont le locataire Donald Trump a reçu le nouveau leader syrien, Achara. Tout à fait. Eh ben, je trouve que cette photo a quelque chose d'admirable puisqu'elle nous montre ce que c'est que la diplomatie. Vous savez, nous commémorons les 10 ans du Bataclan et si, hélas, les attentats du Bataclan ont eu lieu, c'est parce que la France avait refusé d'échanger avec les services de renseignement de Bachar el-Assad qui auraient pu nous informer sur ce préparatif d'attentat. On l'a fait pour des raisons idéologiques. C'est pas tout à fait la seule raison. Il y a d'autres. C'est l'une des raisons tout à fait avérées. Et aujourd'hui, la Syrie est un pays important dans le monde arabe et ça serait une grave erreur de ne pas parler au président Al-Shara, Al-Jolani, de son nom de guerre, sous prétexte qu'il a été membre d'Al-Qaïda
Al-Qaïda ou que c'est un ancien djihadiste. Donc on peut saluer le pragmatisme de Donald Trump, qui n'a rien d'un islamophobe et entretient des relations avec un certain nombre de dirigeants arabes, et en même temps le pragmatisme du dirigeant syrien Al-Shara, qui a su opérer un virage et renoncer au djihadisme. Merci Jean-Loup. Et pour ce qui est du 13 novembre, bien sûr, c'est votre analyse concernant l'enchaînement des faits. Nous allons enchaîner avec la photo de Catherine Tricot. Alors là, nous sommes en Amérique du Sud, au Chili, et c'est le favori de l'élection présidentielle chilienne dans quelques jours. Oui, M. Cast est donné comme faisant partie probablement du ticket du deuxième tour qui n'aura lieu qu'en mois de décembre. C'est le fils d'un nazi allemand établi au Chili qui lui-même ne renie pas ses origines, qui participe d'une congrégation tout à fait, qui revendique sa filiation avec le nazisme. C'est un homme d'extrême droite assurément, et il sera confronté à la représentante de la gauche, Madame Jeannette Jara, ou Jara, comme on dit en espagnol ou en chilien, qui, elle, a été désignée par la gauche à la suite d'une primaire et qui a la particularité d'être la ministre sortante communiste du gouvernement actuel. Et j'ai trouvé intéressant de réfléchir à ce qui est en train de se passer à l'échelle internationale. En tout cas, on vient de le voir aux États-Unis avec la percée de Mamdani qui représente une gauche bien à gauche face à la proposition Trump. Au Chili, ce sera une communiste qui va s'affronter à l'extrême droite. Et il se peut qu'ici aussi, ce soit les gens les plus à gauche qui se trouvent à devoir affronter l'extrême droite dans 2 ans. Merci Catherine. Et vous, votre photo, Pascal Blanchard, c'est une commémoration qui a eu lieu cette semaine, à l'occasion du 11 novembre. Le 11 novembre, aux Invalides, en présence du président de la République. Alors vous allez me dire, un 11 novembre, étonnant de voir que cet hommage est rendu aux Alsaciens au Mausolin dans ce qu'on a appelé les Malgré nous. Malgré nous, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont été obligés d'être dans la Wehrmacht et l'armée allemande et de porter l'uniforme de la Wehrmacht et d'être, pour la plupart d'entre eux d'ailleurs, envoyés au front à l'Est, parce qu'on n'avait pas beaucoup confiance en les laissant à l'Ouest. Et donc cette histoire, elle est intéressante parce que ça veut dire qu'il a fallu 8 décennies pour cette histoire douloureuse, complexe, qui entrechoque les mémoires, en fait, qui entrechoque les débats, pour arriver à la faire rentrer discrètement et sans bruit. Je rappelle que le président de la République n'a pas fait de discours. On en parlait avec vous, Renaud Delis, tout à l'heure, assez étonnant, d'ailleurs, un événement de la Seconde Guerre mondiale qui est commémoré le 11 novembre, qui commémore la Première Guerre mondiale, avec les derniers survivants, très peu nombreux aujourd'hui, de ces hommes qui ont été incorporés dans l'armée allemande, mais en même temps, ceci est rassurant sur un point. Ça veut dire que le temps nous permet à un moment d'apaiser les mémoires. Le temps nous permet à un moment d'arriver à, y compris dans des histoires extrêmement douloureuses et complexes, d'arriver à faire que tout le monde se retrouve à respect. Au moment où on parle beaucoup avec l'Algérie d'une histoire complexe un jour à digérer, ceci devrait nous montrer qu'il y a des voies à suivre et des chemins à prendre. Merci Pascal. Un dessin de Louison qui revient sur la rencontre évoquée par Jean-Loup Bonamy. Mais à l'origine de cette rencontre, il y a comme un malentendu, Louison ? Alors tout n'est peut-être pas géopolitique et quelque chose me dit que peut-être Trump pensait rencontrer Syrie, à qui il parle tous les jours dans son téléphone. C'est ballot. La diplomatie, c'est parler avec tout le monde. Et voilà, y compris donc avec son portable. Merci Louison. C'est maintenant l'heure de retrouver les théories d'Aurore Vincenti. Toujours de bons conseils. Elle se fait ce soir coach d'athlètes lancés dans une course effrénée. En théorie, des spermatozoïdes en quête d'un ovule passif et patient. En théorie, les spermatozoïdes se lancent dans une course effrénée pour conquérir un ovule passif et patient. On la connaît tous, l'histoire de la vie. Si ce ne sont pas vos parents qui vous l'ont raconté façon faune et flore, vous l'aurez forcément vu quelque part. La course fabuleuse et effrénée des spermatozoïdes à la conquête de l'ovule. Les violents coups de flagelle, la compétition, la destruction de la membrane de l'ovule, la pénétration, victoire. Et pendant ce temps, un ovule placide qui subit l'assaut sans moufter. Voilà une chouette histoire à raconter aux enfants. Mais ça, c'est en théorie. Et en pratique, ça se passe comment? Question de vitesse déjà. Les plus rapides mettent une demi-heure à parcourir entre 13 et 15 cm. Un peu comme si un saumon de 60 cm nageait 3 km à l'heure. C'est pas terrible pour un saumon. En plus, ceux qui arrivent les premiers ne sont pas viables. Ça valait bien la peine de se presser. Toute cette agitation des spermatozoïdes n'est pas un mouvement qui permet d'avancer, mais qui aide plutôt le spermatozoïde à se défaire d'une membrane au niveau de la tête, qui l'empêche de fusionner avec l'ovule. Vous voyez un concert de métal. Quand on secoue la tête, c'est pas pour se déplacer dans la salle, mais pour fusionner avec la musique. Ce phénomène, dans le jargon de l'embryogénèse et non du métal, on l'appelle capacitation. L'ovule, de son côté, a effectué son trajet depuis les ovaires jusque dans les trompes et n'attend rien de spécial puisque ce n'est ni un humain ni un animal qui guette une proie, mais une cellule qui se tient là, sans attente, sans peur, sans volonté. Une cellule qui vit sa vie de cellule. Et
Et après, il se passe quoi? Là encore, on est bien loin d'un fait d'armes. Contrairement à l'image du petit champion qui dézingue la carapace de l'ovule, les études montrent que la tête du spermatozoïde se pose contre l'ovule et que leurs membranes respectives fusionnent à la faveur d'un petit miracle mutuel et chimique. Alors, au risque de vous décevoir, ce n'est ni une histoire d'amour, ni une épopée guerrière, juste une belle histoire cellulaire. Eh ben, merci Aurore Vincenti, merci à tous les amis. On se retrouve quand demain, à la même heure, ou sur Arte, donc à 20h05 pour 28 minutes samedi et son club international. Comme toujours, on va se quitter en musique avec un clin d'œil à notre invité de la semaine qui est venu nous raconter tout à l'heure l'incroyable histoire de l'exploration des volcans. Bien, on va réécouter l'indémodable hommage, Frédéric, c'est pour vous, vous en parliez, l'hommage de Jacques Brel au Puy-de-Dôme en quelque sorte. Ne me quitte pas, tchuss. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas?